D'incendie, il en sera question justement dans notre page spéciale. Il y a 110 ans, jour pour jour, la cathédrale Notre-Dame de Reims était ravagée par les flammes. La Première Guerre mondiale venait tout juste d'éclater. Notre journaliste Clément Barbet va vous faire revivre tout cela avec des témoignages et des images d'archives exceptionnelles. Bonsoir Leïla, bonsoir à tous. En effet, il y a 110 ans, jour pour jour, quasiment même heure pour heure, la cathédrale était en feu à la suite de bombardements allemands. Retour sur cet événement qui marqua profondément la Cité des Sacres avec Sandra Julien et Teddy Caruel. En 1914, la bataille de la Marne est un succès pour les Français. Le 10 septembre, les Allemands ont quitté Reims, laissant des prisonniers derrière eux. Le répit est de courte durée. La bataille reprend le 14 septembre. Reims est sous le feu de l'ennemi. Le moment où vraiment ça s'est intensifié, c'est le 19. Et là, il y a eu des bombardements extrêmement intenses. On a dit qu'il y avait un obus toutes les 5 secondes. Cette pluie d'obus n'épargne pas la cathédrale. Aménagée en hôpital par les Allemands, elle est encore occupée par des blessés. Il y avait de la paille à l'intérieur pour ce fameux hôpital qui entre-temps abritait des prisonniers allemands. Et puis aussi, il y avait des échafaudages sur la tour nord, celle où se trouve l'Ange au sourire. Et à partir de là, donc, l'incendie s'est déclenché. En une demi-heure, il concernait la toiture. Et donc, on a eu 1h30 pour évacuer les gens qui étaient hospitalisés à l'intérieur et les vases sacrés les plus précieux. L'un des plus beaux joyaux de l'art gothique a perdu de sa superbe. La cathédrale des Sacres des Rois de France offre un spectacle désolant. La cathédrale est ouverte à tous les vents en hiver, donc il gèle, et ensuite il y a un dégel, et on sait qu'à ce moment-là, j'allais dire, il y a des pierres qui peuvent tomber, et c'est ainsi que peu à peu, la situation de la cathédrale devient de plus en plus dramatique. Le réflexe est de sauver ce qui peut l'être. Les périodes d'accalmie sont l'occasion pour l'armée d'évacuer les vestiges et tout ce qui a encore une valeur. À un moment donné, on s'est dit il faut éviter qu'il y ait plus de dégâts qu'on en a. Donc on a enlevé effectivement tout le mobilier. Et quand je parle du mobilier, je pense par exemple à l'orgue, je pense à l'horloge. Et puis on a également enlevé les vitraux, on les a numérotés pour pouvoir les replacer et les restaurer. Le monde entier sera au fait du martyre de la cathédrale de Reims. Et à la fin de la guerre se pose une question. Faut-il ou pas la reconstruire ? Il y a des gens qui veulent qu'on fasse de la cathédrale une sorte de lieu de mémoire de la barbarie allemande. Donc la laisser en l'état où elle est, comme on a laissé, après la Deuxième Guerre mondiale, le village d'Oradour-sur-Glane. Et puis de l'autre côté, Monseigneur Luçon, l'archevêque de Reims, dit « Mais non, cette cathédrale, elle doit retrouver sa fonction de départ. Elle symbolise tout un pan de l'histoire de France et de l'histoire chrétienne de la France. Et cette histoire, elle doit continuer. » Le culte est de nouveau célébré dans la cathédrale à Noël 1919, 20 ans avant son inauguration. Et le symbole de cette reconstruction de la cathédrale de Reims, c'est cette charpente sous laquelle nous sommes. Pour en parler, je suis avec Patrick Demouy. Bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale, un des grands spécialistes de cet édifice. On va parler de cette charpente voulue par Henri Deneux. Qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel, cette charpente ? Alors, cette charpente, pour un médiéviste, est moderne. C'est la troisième de la cathédrale. La première, charpente en chêne, a brûlé en 1481 accidentellement. La seconde, 1914, malheureusement, nous le savons. Et celle-ci donc a été reconstruite par Henri Deneux dans les années 1920, dans une technique très particulière, puisqu'elle est en béton. Pourquoi est-ce qu'il a voulu la construire en béton, cette charpente ? Alors, il y a plusieurs explications. Sans doute la hantise du feu après 2 gros incendies, il n'y en aura pas de troisième. Ensuite, la difficulté de trouver dans une région ravagée par la guerre les grands arbres nécessaires. Et également le personnel compétent et le personnel en nombre. Or, l'avantage de cette charpente, c'est qu'elle peut être édifiée avec beaucoup de simplicité. Alors, dites-nous concrètement,
Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi? Ce sont plusieurs morceaux de béton qui ont été assemblés? C'est un mécano. Les gens de ma génération jouaient au mécano. Ce sont des petites planches, on peut dire petites, puisque même les plus longues font 2 mètres de longueur, et elles font 4 cm d'épaisseur, donc elles sont parfaitement maniables par un homme ou deux, et assemblées par un système de clavettes. C'est vraiment un jeu de construction. Ça a l'avantage d'être léger, et ça a été rapidement monté. On a un peu l'impression d'être sous la coque d'un navire. Exactement. Nous comprenons pourquoi, dans le vocabulaire d'architecture, on parle de nef, on parle de vaisseau. C'est un grand vaisseau. Comment est-ce qu'on a pu construire cette charpente? Il y a eu un don notamment du célèbre Rockefeller. Oui, nous avons bénéficié de la générosité américaine, pas seulement pour la cathédrale, comme nous le savons, à Reims, après la guerre. Et Rockefeller a fait un don important. Et c'est à lui que nous devons d'avoir retrouvé sur le faîte de la toiture les fleurs de lys qui étaient sur la cathédrale avant la Révolution, avaient été supprimées. Et Rockefeller a donné comme condition de remettre les fleurs de lys. C'était pour lui un hommage rendu au roi de France qui avait facilité l'indépendance américaine. Merci Louis XVI. Et merci pour l'anecdote, Patrick Demouy. Et cette cathédrale, elle est encore en travaux, notamment en ce moment, le portail central où un grand échafaudage se dresse. Je vous propose de découvrir ce qui se cache derrière cet échafaudage avec quelques surprises. Le reportage est signé Sandra Julien et Raphaël Doumergue. Sur ces échafaudages, au-dessus du portail central, Kian Moussaoui injecte de la chaux dans les fissures des statues de la voussure. On va la remplir pour que l'eau ne pénètre pas dedans, en fait. Que ça ne s'abîme pas plus. Puis, il les recouvre d'un badigeon couleur pierre pour unifier la teinte. Il est l'un des nombreux restaurateurs qui interviennent sur le chantier. La première étape, c'est un dépoussiérage et après, on a fait de micro-abrasions. Les collègues ils ont fait. Et ensuite, moi, je suis arrivé pour faire un état du lieu pour voir s'il y a des éléments qui ont été bougés ou s'il y a des casses. À l'étage en dessous, celui consacré à la vie de la Vierge Marie, une autre opération est en cours sur 2 de ces statues monumentales. Les portails sur la façade occidentale sont soumis au vent dominant, à la pollution atmosphérique en ville qui est toujours assez importante. Donc les statues qui datent pour la plupart du XIIIe siècle, elles souffrent beaucoup et avec leur ancienneté, elles arrivent pour certaines à la limite. On voudrait établir des protocoles de restauration pour l'ensemble des statues. Et pour cela, on a choisi 2 statues qui présentent des caractéristiques différentes et donc des protocoles de restauration qui seront adaptés à chacune d'entre elles. La première, c'est une statue représentant le roi David et dont la restauration se fera en loge. La deuxième, c'est la Vierge de l'Annonciation que vous voyez ici, qui, elle, a priori, sera restaurée en place. Dans sa loge, le roi David a déjà livré beaucoup d'informations sur son état de forme. On a fait une auscultation radar de l'ensemble de la statue pour déterminer la position des ferrures internes. Ça nous permet également de faire un nettoyage qui permet d'avoir une meilleure connaissance des différentes stratigraphies, les polychromies médiévales, les badigeons un peu plus tardifs. On a aussi une bonne connaissance des différentes restaurations qui sont intervenues durant, on va dire, les 2 derniers siècles. Reste à consolider les fissures provoquées par les ferrures de protection apposées il y a 8 siècles. Le but de chantier test, ça va être de retirer ces ferrures qui génèrent des pathologies et de trouver un autre système qui va faire office de maintien structurel. Cette nouvelle campagne de restauration réserve aussi ses surprises. La main du roi David, perdue en 1914, a été retrouvée et sera replacée. Alors on vient de le voir, la cathédrale de Reims, c'est avant tout un édifice religieux, c'est aussi un bâtiment qui a une forte importance dans l'histoire de France. Quel est son rôle aujourd'hui en 2024? Pour en parler, je suis avec le père Jean-Pierre Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur de cette cathédrale de Reims. Déjà, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Dites, aujourd'hui, dans notre société actuelle, quel est le rôle d'un bâtiment comme celui-ci qui est situé en plein cœur de la cité? Alors, en plein cœur de la cité, c'était déjà son rôle et sa place il y a 110 ans. Et la cathédrale a partagé le sort de la cité à ce moment-là. Elle reste ouverte largement
pour accueillir non seulement les visiteurs, mais ceux qui souhaitent avoir un temps de prière, de recueillement ici. C'est le premier rôle de la cathédrale que d'offrir ainsi cet espace. C'est aussi un lieu de mémoire. C'est pas pour rien que le général de Gaulle et le chancelier Adenauer ont signé la réconciliation franco-allemande ici en 1962. Alors justement, on est devant les vitraux de l'artiste allemand Knöbel. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, des liens qui ont été tissés, qui perdurent, qui se sont inscrits dans l'histoire, des liens que Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, deux chefs d'État, deux chrétiens, ont souhaité marquer ici dans cette cathédrale avec tout le poids d'histoire qu'elle avait. Parce que cette réconciliation qu'ils ont voulu sceller ici, dans un temps de prière, elle venait après près d'un siècle de combat entre les deux nations. Et il fallait donc aller puiser loin pour pouvoir trouver les ressources nécessaires pour proposer cette démarche de paix et de réconciliation, parce qu'elle n'allait pas de soi. Et justement, comment est-ce qu'on le fait perdurer, ce chemin de la réconciliation? Est-ce que vous avez des projets autour de la cathédrale? Alors, depuis quelques années, le 8 juillet, nous avons un temps de prière et de mémoire de cet engagement qui a été pris, qui a contribué à la Fondation de l'Europe d'ailleurs, et qui porte pour les sociétés d'aujourd'hui un message d'espérance. Les conflits ne sont pas le dernier mot que les hommes peuvent avoir entre eux. Merci Monsieur le Recteur, c'est la fin de cette page spéciale. Merci à toutes les équipes, notamment techniques, qui ont permis sa réalisation. Et si vous voulez découvrir ou redécouvrir cette cathédrale de Reims, sachez que bien sûr, elle sera ouverte ce week-end pour les Journées européennes du patrimoine.